À quasiment un an de la prochaine élection présidentielle, la classe politique est en ébullition en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, reste discret sur ses ambitions pour un éventuel deuxième mandat sur la Troisième République, pour répondre les propos de son entourage. À gauche, les candidatures se multiplient, tandis que le PDC-RDA, mené par son leader, le président Tidiane Thiam, trace son sillon loin des alliances d'appareil. Alors, on doit assister à un remake de la présidentielle de 2010 entre le président Gbagbo et le président Ouattara. Pour en parler, je reçois Pascal Logbo, le représentant du Parti des peuples Côte d'Ivoire, le parti du président Gbagbo ici en France. Bonsoir, mesdames, messieurs, installez-vous et bienvenue dans le face-à-face. Bonsoir Pascal Logbo. Bonsoir M. Béhi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé-Sud. Donc avec vous, on parlera de l'actualité politique en Côte d'Ivoire à un an des élections présidentielles. Des questions d'actualité d'abord, on a eu l'annonce du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui a mis fin à son partenariat stratégique avec le RAGP. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, aujourd'hui, vous savez, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, le père de tous les compromis, a lancé un appel à Bonois. L'appel de Bonois, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, je suis satisfait que Affi-N'Guessan mette fin à sa collaboration, à son partenariat avec le RADP, pour qu'il rejoigne sa famille. Parce que en Côte d'Ivoire, quand on parle d'Affi-N'Guessan, on connaît sa famille. C'était l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, ancien président du Fonds populaire ivoirien sous Gbagbo. Ce sont les résistants qui, à côté de Gbagbo, ont restauré la démocratie et le multipartisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, si renoncer à son partenariat avec Ouattara lui facilite de rejoindre le combat qu'il a toujours mené auprès de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, nous, ça ne fait que nous soulager. On l'avait reçu ici il y a quelques mois. Il avait dit que cette alliance était pour bâtir une force, pour stabiliser le pays. Est-ce que dès les premiers mois, dès les premiers jours de la signature de cet accord avec le RAGP, vous avez dit, tôt ou tard, ça n'ira pas loin cette affaire-là? Non, parce qu'on connaît l'homme. On ne peut pas quitter la gauche où on a toujours été. Affi est un fruit de la grande gauche ivoirienne. Donc, de toutes les façons, on sait qu'il ne pouvait pas défendre d'autres idées ailleurs. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, avec... Est-ce qu'il a fait l'objet de pression? Est-ce que vous avez des informations sur les coulisses de son alliance avec pour l'instant, on ne peut pas parler de tout ça. Ce que nous voulons est que toute la gauche se retrouve, toutes les positions se retrouvent pour se battre, pour créer des conditions d'une élection transparente en Côte d'Ivoire. Donc, Affi-N'Guessan est le bienvenu au PPACI ou dans l'alliance, dans l'appel de Bonois lancé? On l'a consulté après l'appel de Bonois. Le président Laurent Gbagbo a échangé avec le président Affi? Donc le président Gbagbo a mis en mission le PEX Dano Guégué, qui a fait des consultations de tous les partis de l'opposition, au nombre desquels Affi-N'Guessan. Donc je crois que c'est le fruit, si on se rassemble aujourd'hui, c'est le fruit d'une consultation. Mais il n'y a pas encore eu de contact direct entre les deux hommes à l'heure actuelle? Bon, quand on sera ensemble, on va se rencontrer. Très bien. Il y a Charles Goudé aussi qui s'est dit candidat à la candidature pour la présidence. C'est une nouvelle candidature à gauche. Est-ce que vous voyez cette candidature-là, cette déclaration de candidature comme une rupture avec son père, comme il l'appelle, ou vous dites que c'est un citoyen qui a le droit de se présenter comme il le souhaite? Laurent Gbagbo a lutté pour la démocratie. Donc, il n'a pas lutté pour les monocandidatures. Son appel de Bonois consiste à ce que toute la gauche, toute l'opposition qui sait aujourd'hui que les conditions d'une élection démocratique ne sont pas réunies, à venir ensemble lutter pour ces conditions-là. Mais après, chacun est libre d'être candidat. Gbagbo n'a pas lancé un appel pour qu'il soit le seul candidat de l'opposition. Il a dit, venez pour qu'on lutte pour des conditions démocratiques qui peuvent nous permettre
à mettre Ouattara dehors en 2025. Et c'est cet appel qu'il a lancé. Donc, pour l'instant, chacun est libre de dire qu'il est candidat ou pas. Mais la candidature de Charles Goudé n'est pas dans la lignée du président Gbagbo. Vous êtes d'accord qu'il a pris son autonomie aujourd'hui? Donc c'est un peu un acte de défiance envers son mentor. Vous savez, je vais vous dire une chose. En créant un parti, on prend son autonomie. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est l'exécution de l'exécutif. Donc, en créant déjà son parti, il avait déjà pris son autonomie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, l'appel ne consiste pas pour l'instant à une candidature unique. Les partis politiques de gauche ou bien de l'opposition sont libres de candidater. Mais l'appel que nous avons lancé, c'est de mener un combat commun contre les tenants du pouvoir qui refusent de créer des conditions d'une élection transparente en 2020. Pardon, désolé de revenir sur le sujet, mais je pense que cet appel de Benoît-là, il n'y a pas répondu favorablement. Charles Goudé, son parti n'y a pas répondu. Donc vous comprenez qu'il n'est pas dans votre démarche aujourd'hui. Bon, en politique, rien n'est statique, tout est dynamique. Vous espérez qu'ils viennent vous voir tôt ou tard? Tout est dynamique. En politique, on ne ferme jamais les portes. Et les négociations vont continuer. Heureusement qu'on a commencé un peu plus tôt. Donc on a encore à 1 an des élections, des positions, certaines positions vont changer d'ici là. Et je sais que la gauche va se retrouver. C'est la seule confiance que j'ai en cette gauche-là. Elle va se retrouver pour mener le combat de la démocratie. Mais la multiplication des candidatures au sein de l'échiquier politique à gauche ne vous inquiète pas? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dispersion des voix qui risque de s'organiser? Bon, pour l'instant, nous sommes... Vous parlez de la même voie, c'est le même projet que vous voulez porter pour la Côte d'Ivoire, juste de justice sociale. Donc pourquoi ne pas s'unir concrètement? Bon, une candidature unique. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit nous sommes à 1 an des élections. Donc d'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Des alliances vont se faire, des arrangements vont se faire. Mais pour l'instant, chaque parti est libre de présenter, d'investir un candidat. Mais l'objectif de l'appel de Benoît, c'est que toutes les forces de gauche se mettent ensemble pour mener un combat commun contre les tests violés ou bien les fraudes électorales organisées par le parti de M. Ouattara. L'appel de Benoît qui a été lancé le 14 juillet dernier, donc il consiste à rassembler les forces de gauche, pas pour une candidature unique, mais une plateforme électorale pour... Voilà, pour lutter contre la fraude. Très bien, très bien. Et l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, pas encore officiellement candidate, a déclaré chez nos confrères de France 24 que si elle arrivait éventuellement en tête de l'élection, en tête des candidats de gauche de l'élection présidentielle 2025, elle souhaiterait que le président Gbagbo se désiste. Est-ce que le PPACI sera prêt à se désister s'il y a une situation qui se présente comme ça? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Donc pour l'instant, on ne peut pas aujourd'hui nommer un enfant qui n'est pas encore arrivé, qui n'a même pas encore, et qui n'est pas encore un fœtus. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un combat à mener avant même d'arriver à des élections, avant même d'être au premier plan ou au deuxième plan, il y a un combat à mener. Nous sommes heureusement à 1 an des élections. Donc d'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont devenir claires sur lesquelles on ne peut même plus poser une question. Donc, vous ne gardez pas la possibilité de vous désister s'il y a une situation qui se présente. Pas forcément Simone Gbagbo, s'il y a une autre personne à gauche qui arrive en tête, vous n'excluez pas cette possibilité. On n'exclut rien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit la politique n'est pas un combat statique, c'est un combat dynamique. Donc d'ici là, on fera. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que le combat que nous menons, c'est pour délivrer la nation des griffes du pouvoir en place. Donc tout ce qui arrange les Ivoiriens, ben, je ne vois pas pourquoi on cracherait là-dessus. Pardon de faire un peu de politique politicienne, mais votre réaction au propos de Simone Gbagbo, la réaction de votre parti via le communiqué de votre, je ne me trompe pas, de votre secrétaire général, a été assez paradoxale. Elle parle, Mme Gbagbo parle de sujets politiques et je pense que vous avez répondu sur le non qu'elle porte aujourd'hui encore. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en déphasage de l'actualité du moment? Est-ce que c'était la réponse adéquate aujourd'hui? Il y a un communiqué qui demande à Simone Veil de ne plus mettre en avant son nom. J'ai lu le communiqué. Oui. Moi, j'ai lu le communiqué. Je crois que Maître Abiba, elle est avocate. Ouais. Elle est avocate du couple Gbagbo. Donc, je crois que en droit, ce qui est légitime, c'est ce qui est conforme à la loi et au droit. Donc, je laisse ce communiqué-là à
à la personnalité qui défend le couple de Laurent Gbagbo, elle a fait un communiqué qu'on a tous lu. Mais quand on relit... Au nom du PPACI, quand on si je ne me lit, trompe pas. Quand on lit et on relit ce communiqué-là, il ne s'attaque pas à la politique interne que nous voulons au sein de l'Union de la gauche. Justement, c'est ça le problème. Pourquoi ne pas répondre concrètement à l'invitation de Simone Veil, pardon, et répondre un peu à côté en parlant des sujets encore Oui, mais c'est justement ça qu'il faut saluer. conjugaux. Parce que l'appel de Gbagbo est un appel politique. Donc on n'est pas... Elle aussi, c'est un appel politique, mais votre réponse n'est pas politique. Non, non. C'est pour ça, justement, j'ai dit que c'est bon. Parce qu'on ne s'est pas attaqué à l'interview. Le communiqué, quand vous le disiez, ne s'attaque pas au contenu de l'interview de Simone. Mais on attendait une réponse politique. Voilà. Nous, on attendait une réponse politique. Les journalistes attendaient une réponse politique. Les Ivoiriens attendaient une réponse politique. Est-ce que le président Gbagbo était prêt à se désister si une situation se produisait comme ça? Et là, on a une réponse à côté, quasiment. Oui, mais parce que les réponses politiques, on ne répond pas à chaud à des questions politiques. Le PPACI y répondra le moment venu. Voilà. Donc, pour l'instant, le communiqué ne répondait pas à un contenu politique. Voilà. Très bien. Comment le PPACI se positionne face au PDCI RDA aujourd'hui? Est-ce qu'une alliance pour 2025 est en cours d'élaboration? Or, quand le président Laurent Gbagbo est revenu de la Haye, la première personne, la première autorité politique qu'il allait rencontrer, c'était Feu Henri Konan Bédié. C'est le président du PDCI-RDA. Voilà, qui était le président du PDCI-RDA. Et pendant cette rencontre, un rapprochement s'est fait entre le PPACI et le PDCI-RDA. Et je pense que pour l'instant, nous sommes dans ce rapprochement. C'est pour ça que si vous regardez, pendant l'élection locale dernière, on a eu des candidatures proches, communes, dans certaines localités, même si dans d'autres localités, on ne s'est pas attendu. Mais justement, on parlera du bilan de ces élections municipales qui n'ont pas été à la hauteur quand même pour vous. Hein, le président Gbagbo, c'est quand même une référence au sein de la classe politique ivoirienne. Mais l'alliance avec le PDCI-RDA, si je me trompe, c'est 34 communes gagnées et 4 régions. Pourtant, il y avait alliance. Oui, il y a deux grosses écuries qui font un tel résultat face à la mastodonte du RHDP. Il y a un problème. Hein. Je salue les résultats du PPACI. Notre leader a été absent sur le terrain et depuis 10 ans, il était à la Haye. Il faut dire que pendant ces élections, le PPACI n'avait pas encore 2 ans d'existence. Nous sommes en train de travailler, nous travaillons à l'implantation du parti. Et puis pour revenir sur les résultats du PP et du RHDP, je voudrais dire que c'est la fraude qui a fait que le RHDP est majoritaire sur le terrain. Et j'ai les preuves. On vous écoute. Les preuves que j'ai, d'abord... À Yopougon, par exemple, Michel Gbagbo, il joue le bastion de Laurent Gbagbo, le bastion historique de Laurent Gbagbo. Michel Gbagbo, son fils, il perd quand même. Non, à Yopougon, ce qui s'est passé... Est-ce que vraiment le PPACI n'est pas en perte de vitesse aujourd'hui sur ce territoire? On n'est pas en perte de vitesse. On gagne plutôt en vitesse. À Yopougon, Michel Gbagbo a gagné les élections, mais il a perdu le résultat. Et c'est pareil dans plusieurs localités. Parce que, je vais vous dire une chose, on a vu toute la carte de la Côte d'Ivoire en orange, comme si le PPACI, le RHDP était le plus grand parti implanté. Non, 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 non. Les résultats que vous avez vus, ce sont les résultats d'une fraude électorale. D'abord sur les listes électorales et en plus sur le découpage électoral. Si je vous donne certains chiffres sur le découpage électoral, vous allez attraper la tête. On vous écoute, allez-y. Bon, je vous donne un petit exemple, monsieur. Voilà quelques chiffres. Dans le découpage électoral, le département de Mankono, avec une population de 210 000 habitants, a 4 sièges. Dans le nord, 210 000, 4 sièges. On prend le département de Yamoussoukro avec 300 000 habitants, 3 sièges. On prend le département de Sinématiali et Odiéné avec une population estimée à 100 640. Comparé au département de Yamoussoukro, ils ont 5 sièges. À 100 650 et 664, ils ont 5 sièges.
On prend Yamoussoukro, on prend le département de Yamoussoukro, 112 183, ils ont 3 sièges. Nous prenons un autre exemple. À Kaniasso, dans le nord, 89 000 habitants, 2 sièges. Un autre exemple, à Blolequin, 123 000 habitants, 2 sièges. Donc, voilà un peu des choses qui donnent la majorité au RHDP, où ils gonflent les sièges, là où ils se sentent majoritaires. Et voilà, ils se sentent majoritaires sur le terrain. Pardon, vous avez les chiffres depuis et vous êtes parti aux élections quand même. Donc vous cautionnez ce découpage. Oui, parce que justement, on a refusé la politique de la chaise vide. Eh ben, donc, du coup, il faut accepter de perdre alors. Non, on a refusé la politique de la chaise vide pour que nous ayons le temps de travailler. Et nous sommes en train de travailler. Et donc pour 2025, par exemple, regardez, il y a, comment il s'appelle, un collectif de partis politiques et d'organisations de la société civile qui demande de reporter, pardon, d'étendre la révision de la liste électorale qui est prévue du 30 septembre au 31 octobre 2024. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Nous sommes contre cette initiative parce qu'en un mois, on ne peut pas enrôler près de 8 000 habitants. Est-ce que vous soutenez l'initiative de ce collectif-là? Est-ce que vous soutenez, parce qu'ils sont contre ce délai aussi? On a même lancé un appel à soutenir ce collectif. Mais mais vous n'êtes pas aussi invité, vous n'êtes pas membre de ce collectif. Pourquoi? Oui, parce que pour l'instant, nous menons une politique d'approche des sujets qui se posent dans la Côte d'Ivoire. Nous avons lancé un appel à Benoît pour que tous les partis politiques de gauche qui considèrent que cette politique d'enrôlement est basée sur la fraude, de nous retrouver. Mais ce collectif, ce n'est pas que la gauche, il y a le PDCI aussi. Justement, je sais, justement. C'est aussi le même intérêt que vous, donc pourquoi ne pas le rejoindre aussi? En plus, il y a la société civile qui y est. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Non, vous comptez le rejoindre tôt ou tard? Il n'est pas trop tard pour bien faire. Notre combat consiste d'ailleurs à cela. Créer des conditions d'une élection transparente pour ne pas que la fraude fasse encore gagner Ouattara. Donc, nous sommes dans le même combat. Et vous allez voir que le jour où les manifestations auront lieu, on ne saura pas qui est PDCI, on ne saura pas qui est RHDP, RHDP, eux, ils sont avec la fraude, et on ne sait pas qui sera. Donc, ne nous pressons pas. On est à 1 an des élections. Et des actions vont se préparer. Parlons du PDCI, quelles sont les relations entre le président Gbagbo et le nouveau président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam? Mais tout va bien. Tout va bien. Vous savez, les partis politiques, c'est un prolongement d'administration des partis. Bédié a rapproché le PDCI du PPACI. Bon, malheureusement, il est parti plus tôt. Il a été remplacé par Thiam. Et pour l'instant, Thiam n'a eu aucun discours contraire à tous les engagements qui ont été pris par Bédié. Donc les relations sont très bonnes. Donc on connaît la personne du président Thiam, mais on sait qu'il est très libéral sur certains sujets. Vous, le PAC, vous êtes à gauche. Est-ce que vous serez prêt à soutenir lui, sa politique? Par exemple, encore ma question à vous d'hésiter si lui, il arrivait en tête face au candidat du RHDP. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'idéologie en Côte d'Ivoire. Ah, du coup, on fait la politique non. Comme ça. Pour l'instant, le combat qu'on veut mener ensemble n'est pas un combat idéologique. En fait, on se met d'accord pour renverser une personne. Non, on ne se met pas d'accord pour renverser une personne. On se met d'accord pour que des conditions démocratiques soient créées. Mais après vos élections. Oui, mais c'est pour ça. Mais vous savez, quand tu veux enlever le deuxième bracelet, il faut enlever le premier. Pour l'instant, nous sommes à ce stade à sortir le premier bracelet et après sortir le deuxième. Donc, le combat qui se mène aujourd'hui, pour lequel nous voulons rassembler toute l'opposition, c'est d'abord de créer ensemble des conditions d'une élection transparente. Quand tout ça sera réuni, quand on sera aux élections, premier tour, deuxième tour, pendant les 2 tours, il y a toujours des décisions cruciales qui se prennent. Donc pour l'instant, on ne parle pas de qui va soutenir son ami. Quand on aura fini de créer les conditions démocratiques qu'on veut, quand on sera au premier tour, on verra qui il faut soutenir, qui il ne faut pas soutenir. Le président Gbagbo est le candidat de votre famille politique, oui. Mais peut-être n'est pas éligible. Comment il n'est pas éligible? Il est sur le coup d'une condamnation. Quelqu'un qui a été arrêté par le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Ouattara, qui a été déporté à La Haye, qui a été jugé et acquitté, qui revient comme un citoyen normal,
Comment il n'est pas éligible? Il est éligible. Bah, il n'est pas sur la liste électorale aujourd'hui. C'est une décision politique. C'est une décision politique qu'il a sortie de là. C'est la décision politique qui a le revient dessus. Donc vous êtes serein qu'il reviendra sur la liste électorale et qu'il sera candidat. Il sera candidat. On va aller aux élections avec lui. C'est notre seul candidat. C'est notre plan A, plan B, plan C. Il n'y a pas un autre plan. Ah ben, du coup, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de... Non, on a un seul plan. Mais vous avez quand même des cadres de votre famille politique. Pourquoi ne pas renouveler un peu les générations? On va en guerre avec le meilleur cheval. Voilà. Et pour l'instant, aujourd'hui où je vous parle, le meilleur cheval du PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est remettre en cause sa santé, sa condition physique. On dit qu'il était fatigué par la prison, par les combats menés. Ils ne peuvent pas le prouver avec un bulletin de santé. Ça dépend. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous sommes un parti de légalistes. Quand tu dis telle personne ne se porte pas bien, mais tu produis des documents qui le démontrent. Pour l'instant, ils ne peuvent pas le prouver, donc nous pensons que ce sont des allégations. On se dirige quasiment vers un remake de 2010, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. Est-ce que vous n'avez pas peur de Je vais vous rappeler une chose. Ouattara n'est pas éligible en Côte d'Ivoire par la Constitution. Selon son entourage, il est candidat. Non, ce n'est pas son entourage. Il est possible pour lui de faire un deuxième mandat de la Troisième République. Je reprends les propos de son entourage. Voilà. Son entourage n'est pas la Constitution de Côte d'Ivoire. La Constitution de Côte d'Ivoire, à son article 183 et 55, disent que depuis 2020, Ouattara ne peut pas faire un autre mandat. Mais il a été élu en 2020 pour ce troisième mandat. Non, mais vous avez tous vu dans quelles conditions les élections se sont passées. Ouattara n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous avez vu toutes les violences qui se sont produites sur l'ensemble du territoire, où le jeune Toussaint a eu la tête coupée qui a servi d'un ballon de football. Et les images, ça a été relayé par tout le monde entier. Ces images horribles. Donc, c'est un passage en force que je dénonce ici, qu'on ne veut plus répéter en 2025. Ouattara n'est pas éligible et il le sait. C'est lui qui a écrit la Constitution de Côte d'Ivoire, la dernière Constitution, j'ai dit. Et donc, cette Constitution dit que le mandat du président est un mandat renouvelable une seule fois. Ce sujet est derrière nous. Est-ce que vous allez faire encore barrage contre sa candidature? Non, le sujet n'est pas derrière nous. Mais il a été élu en 2025. Non, j'ai dit mandat. Le sujet... Aujourd'hui, le PPAC se positionne comment pour 2025 en faisant barrage à Alassane Ouattara encore ou en présentant un projet concret aux Ivoiriens? Le sujet n'est pas derrière nous. Parce que la même Constitution est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé chez toi une fois, on l'a arrêté, qu'il vienne voler une deuxième fois, qu'on doit le laisser voler. Le mandat de 2020 a été un mandat illégitime. Et jusqu'à aujourd'hui, je le dis ici... Et donc, Alassane Ouattara était président illégitime selon vous? Depuis 2023 et depuis 2020, parce qu'il n'avait pas droit, par les tests de notre pays, il n'a pas droit de faire un troisième mandat. Donc, naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, dans un pays, tout ce qui est légitime, c'est ce qui est conforme à la loi. Voilà. Donc si demain il annonce sa candidature, vous serez prêt à faire barrage contre le quatrième mandat? Non, mais il n'a pas droit. Mais s'il se déclare candidat, qu'est-ce que vous faites? Oui, mais il n'a pas droit. Dans une république, c'est les tests qui guident. Et en 2020, il avait conscience des tests, il s'est déclaré candidat, il est passé en force. Et encore en 2025, s'il se déclare candidat, qu'est-ce que vous ferez, PPACI? On sait ce qu'on va faire. Voilà. Rapidement, quelles seront vos thématiques pour 2025? Des sujets de campagne, quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur aujourd'hui? Non. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Laurent Gbagbo a déjà un projet de société imagé dans les 10 piliers du PPACI pour la renaissance. Les 10 piliers, je vais vous citer quelques thématiques. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est la sécurité et la défense, la décentralisation, la diplomatie, l'emploi et la lutte contre le chômage, le sport, la culture et tant d'autres. L'économie et l'infrastructure, c'est un peu son discours d'investiture. D'investiture. Voilà, ce sont les 10 piliers du PPACI et aujourd'hui, c'est ce qui constitue notre projet de société, c'est ce qui constitue ce qu'on veut faire pour la Côte d'Ivoire. Si votre famille politique arrive au pouvoir en 2025, qu'est-ce que vous comptez sortir du franc CFA?
Mais le franc CFA, depuis qu'il fallait en sortir. Mais vous, en 2025, par sa définition. Une des premières mesures fortes que vous ferez. Par sa définition. Ceux même qui fabriquent le franc CFA à Chemalière et géré par la Banque de France devaient arrêter d'entretenir ce franc colonial dans ces pays, dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un franc colonial. Il faut absolument l'abandonner. Je le pense et je le dis. Et avec la France, est-ce qu'il faut rompre les relations avec la France comme l'ont fait les pays de l'AES? Non, on ne se bat pas pour rompre des relations avec d'autres pays. Nous voulons notre souveraineté. Et quand on sera souverain, on va traiter avec tous les pays, dont la France. Et la Russie? Oui, je dis dont la France. Il dit avec tous les pays, dont la France. Donc, je ne vois pas pourquoi on chercherait à nous positionner comme un pays qui va choisir avec les pays avec lesquels on va collaborer. La France n'est pas un ennemi dans notre programme. La France, nous voulons que les choses se normalisent. Et cette normalisation passe par la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Merci Pascal Logbo, vous êtes représentant du Parti des peuples Côte d'Ivoire, le PPACI en France. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa. Merci à vous, chers téléspectateurs, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du Face à Face.